Chapitre 37 La faute des fanatiques. Les pires ennemis de Pantaltertres ne furent jamais ceux qui doutaient, ni ceux qui questionnaient la foi ou le sens du test. Ce furent ceux qui prétendirent détenir la vérité absolue et voulurent l'imposer par la force. Après la fin des guerres spirituelles incessantes, tous les courants avaient fini par comprendre, la raison devait remplacer la fureur, le dialogue succédait au dogme, et l'évolution collective passait par l'acceptation de l'épreuve commune. Tout, sauf eux. Eux refusèrent de se remettre en question. Ils accusèrent la société athénienne d'être responsable de l'échec de l'Athénium, de trahir l'esprit du test, d'avoir perverti l'intention première. Ils crurent voir dans chaque imperfection une justification à leur violence. Ils n'avaient pourtant rien compris. Car ils prétendaient défendre l'amour en le trahissant à chaque acte. Ils parlaient de paix tout en semant la terreur. Ils invoquaient le Maître tout en reniant l'essence même de son enseignement. Ils crurent que l'amour pouvait s'arracher par le sang, que la faveur s'obtenait autrement qu'en réussissant l'épreuve. Leur erreur fut totale. L'amour n'est pas une récompense arrachée par la haine. Il ne s'impose pas, ne se réclame pas, ne se négocie pas. Il est don de soi, et seulement cela. Jamais il ne justifiera le recours au mal. Leur nouvelle guerre fut une suite d'attaques isolées mais méthodiquement pensées. Chaque cible était choisie comme un symbole d'un défaut qu'ils jugeaient responsable de la dérive athénienne. Ils frappèrent les foyers, les ressources vitales, le travail. Ils s'attaquèrent aux lieux de rassemblement des gardes de paix, aux centres de stockage financier, aux demeures de figures influentes. À chaque fois, ils prétendirent agir au nom de tous, persuadés que la conscience collective partageait leur colère. Ils se trompaient encore. Leur ultime assaut visa ce qui incarnait le mieux l'épreuve commune, l'organisation des Jeux mondiaux, où tous étaient mis en compétition pour révéler les meilleurs. Cette fois, la violence atteignit un degré inédit. La cruauté de l'attaque fut telle qu'elle paralysa les médias, interrompant toutes les diffusions pour laisser place au direct de l'horreur. Ce ne fut pas un hasard. Ce fut une manœuvre psychologique délibérée. Une tentative de démoralisation massive. Un appel au désespoir, à l'abandon, à la rupture intérieure. Par les écrans, l'horreur se répandit dans chaque foyer, contaminant les esprits, cherchant à briser la volonté d'un peuple entier. Mais cette stratégie révélait surtout leur ultime faiblesse, incapables de convaincre, ils ne savaient plus que terroriser. Incapables d'aimer, ils ne savaient plus que détruire. Et ainsi, en prétendant sauver les Athéniens, ils prouvèrent qu'il en était la plus grande menace. Ils ne s'arrêtèrent pas là. L'écran s'était allumé avant même qu'Ilia n'en ait conscience. Un réflexe ancien. Quand le monde tremble, on cherche une voix, une image, n'importe quoi qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Mais l'image ne mentait pas. Une tour. Non, la tour. Celle que les Maphiélis avaient élevée comme un symbole de stabilité, d'ordre, de continuité. Une colonne de verre et d'acier, pensée pour défier le temps. La caméra tremblait. Un panache sombre s'élevait lentement, presque majestueux, comme si le ciel lui-même hésitait à comprendre ce qu'il venait d'accepter. Puis l'impact. Pas un bruit, d'abord. Juste une vibration sourde dans la poitrine d'Ilia, comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur de lui. Un décalage irréversible. Non, murmura Théil, sans s'adresser à personne. Les présentateurs parlaient. Trop vite. Trop mal. Leurs mots se heurtaient les uns aux autres, incapables de donner une forme intelligible à l'instant. Une seconde tour apparut à l'écran. Puis une autre image. Un autre lieu. Un autre symbole. Il y a compris alors. Pas intellectuellement. Physiquement. C'était plus qu'une attaque. Il s'assit lentement. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles, comme si tout mouvement devenait soudain indécent. Autour de lui, le monde continuait, un bruit de rue lointain, un appareil qui bourdonnait, la vie qui persistait, inconsciente de ce qui venait de basculer. Sur l'écran, la tour céda. Elle ne s'effondra pas brutalement.
Elle renonça, étage après étage, comme si la matière elle-même avait perdu foi en sa propre verticalité. Il y détourna les yeux une fraction de seconde. Trop tard. L'image était déjà en lui. Il sentit monter une question. Une seule. Simple. Terrible. Comment ont-ils pu rendre cela possible? Pas comment ont-ils fait, mais comment le monde l'a permis. Il pensa aux Machiavélis, à leurs calculs, à leurs certitudes, à leur système si parfaitement fermé qu'il n'entendait plus les battements du vivant. Il pensa aux fanatiques, à leur foi rigide, à cette paix étrange qu'on devine chez ceux qui ont cessé de douter. Et il comprit. Ce qu'il voyait en direct n'était pas la naissance du chaos. C'était la rencontre de deux absences, l'absence d'écoute d'un côté, l'absence d'amour de l'autre. Sur l'écran, une voix tremblante annonça des chiffres provisoires. Il n'écoutait plus. Il regardait le vide laissé par la tour. Ce trou dans le ciel. Ce manque irréparable. Alors, pour la première fois depuis longtemps, une certitude claire traversa son esprit, si le monde peut produire cela. Alors le monde doit être repensé depuis sa racine. Il éteignit la télévision. Le silence revint. Mais il n'était plus le même. Rien ne le serait jamais dans notre multivers, dans l'univers de Pantal Terre 13N. Impression de déjà vécu, sur notre planète, dans notre univers contenant la planète Terre. Diamétralement opposé à celui de Pantal Terre 13N. Au même instant, les programmes de télévision s'arrêtent. Pas progressivement. Pas avec élégance. Ils se brisent. Les musiques sont coupées net. Les sourires figés. Les divertissements balayés comme s'ils n'avaient jamais eu de légitimité à exister. Une image tremble. Une voix hésite. Puis le monde comprend qu'il est en train d'entrer dans un instant qui ne lui appartiendra plus jamais. Ce 11 septembre 2001, l'humanité assiste, en direct, à sa propre sidération. Deux tours, dressées comme des certitudes verticales, brûlent sous les yeux de milliards d'êtres humains. Pas dans un futur imaginé. Pas dans un roman. Dans la réalité. Ce qui se joue à l'écran dépasse immédiatement l'événement. Ce n'est pas seulement une attaque. C'est une rupture symbolique. L'idée même de sécurité vacille. L'illusion de l'invulnérabilité s'effondre avant même les structures d'acier. Le progrès, la puissance, la maîtrise, tout ce que l'Occident croyait acquis, se fissure en silence. Les caméras tournent. Les avions frappent. Les tours tombent. Et avec elles, quelque chose d'invisible mais d'irréversible chute aussi, la croyance que le monde avançait, malgré tout, dans une direction rationnelle. Près de 3000 vies sont arrachées. Des familles sont brisées. Des nations basculent. Des décennies futures se redessinent en quelques minutes. À cet instant précis, l'histoire ne s'écrit plus dans les livres. Elle s'imprime dans les regards. Car ce jour-là, ce n'est pas seulement l'Amérique qui est frappée. C'est l'humanité qui découvre, brutalement, que la modernité n'avait jamais neutralisé la barbarie, elle l'avait seulement déplacée. Dans un univers, celui de Pantal Terre 13N, des Familialis vacillent. Dans le nôtre, ce sont des États, des peuples, des consciences. Deux mondes physiquement diamétralement opposés et une même réalité, une même vérité. Quand le symbole tombe, le monde entier tremble. Dans notre multivers, deux images se répondent comme des échos. Sur Pantal Terre 13N, regarde les tours s'effondrer sur son écran, le souffle coupé, la certitude du monde vacillant dans ses yeux. Dans notre univers, celui du 11 septembre 2001, des milliers d'autres existent en silence devant leur télévision, leurs écrans, leurs journaux numériques, leurs regards figés sur le même effondrement vertical, réel cette fois. Dans les deux mondes, le choc est total. La mort frappe à la fois les corps et les illusions. La surprise, l'incompréhension, la peur, tout cela est identique. Mais le mécanisme est différent.
Sur Pantal Terre 13N, les fanatiques agissent selon une logique interne au récit, une violence calculée qui prend la forme d'un symbole absolu. Dans notre monde, la réalité a été plus crue encore, des terroristes ont exploité les failles visibles et invisibles d'une société, transformant des avions de ligne en instruments de destruction et en vecteurs de peur globale. Et pourtant, la sidération est la même. Ce qui frappe l'Athénium et ce qui frappe l'humanité en 2001, c'est la rencontre d'un symbole et d'une vulnérabilité, la puissance verticale d'un édifice qui tombe, la fragilité de l'ordre face à l'imprévu, l'absolu du chaos brisant la certitude. Dans les deux univers, le message est identique, quand la foi, la certitude ou la naïveté rencontrent la volonté destructrice, le monde peut basculer en quelques minutes. Le regard croisé révèle une vérité universelle, les faits changent, les contextes changent, les univers changent. Mais le choc de l'homme face à l'effondrement du symbole reste invariable. Et l'auteur, témoin de tous ces mondes, ne peut qu'écrire, silencieusement, les mêmes causes produisent les mêmes vertiges, qu'ils soient dans un roman ou dans la réalité.